Stream Deck, vous connaissez ? C'est un petit boîtier relié à l'ordinateur. Chaque touche ouvre un logiciel, une page web ou même de la musique. Bref, c'est ce qu'on appelle un raccourci. Alors ça, c'est trop bien. Je viens de le découvrir. Bon, toujours une guerre en retard. Sur Internet, la version standard coûte plus de 100 €. Quoi ? 100 € pour 4 boutons ? C'est Elon Musk qui l'a construit ou quoi ? Bon, Jules, tu sais ce qui t'attend, hein ? Allez hop, à la diète. Oui, c'est toujours toi la bonne poire. La vie est injuste. Sniff, sniff. Et si tu veux le soutenir, abonne-toi. Stream Deck, c'est clairement pas dans mon budget. Ma philosophie, pince un jour, pince toujours. Mais je pourrais en refaire un pour pas cher. Ça tombe bien, j'ai cette petite puce qui traîne sur mon bureau. Ça, c'est un microcontrôleur ESP32. Une sorte de mini PC. Hein ? Quoi ? Un PC, ça, tout le monde connaît. Ça tape du texte, ça se connecte sur Internet et ça lance des programmes. Lui, c'est pareil, mais en version simplifiée. Prix 200 €. Non, je rigole. 6 €. Par contre, il y a un petit problème. D'après le fabricant, il faut les programmer. Et si vous pensez que je vais pas réussir, abonnez-vous. Pour le boîtier, on va se servir de bois et d'une imprimante 3D. Ou mieux, du bois dans une imprimante 3D. Vous voyez pas où je veux en venir, hein ? C'est normal. On dirait une bobine de filament classique. Mais en réalité, elle contient des petites particules de bois. C'est censé donner un aspect rugueux et texturé au projet. Quand tout sera imprimé, ça devrait ressembler à ça. Sympa, non ? Bon, je vous montre pas trop pour pas vous spoiler, mais voilà. Pour les touches, je suis partie sur des switches mécaniques. Si ce nom vous est familier, c'est normal. C'est comme ça qu'on appelle les touches d'un clavier classique. Il existe différents modèles, du plus bruyant au plus silencieux. Bon, moi je suis du genre à manger mes chips comme ça. Viens, t'as quand même appris à manger avec la bouche fermée, toi ? T'as pas que j'accose, hein ? J'ai l'impression d'être à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Pour compenser, je suis partie sur les silencieux. Pouet, pouet. Éducation minimum ? Et si, comme moi, tu n'as pas le budget pour acheter un Stream Deck, va falloir passer à l'étape soudure. Ah ! Pas de panique, ça va bien se passer. Enfin, je crois. J'ai essayé plusieurs fers à souder de chez Action. Je ne sais pas s'ils étaient défectueux ou si j'ai encore fait n'importe quoi, mais c'était vraiment la galère. Pourtant, vous m'aviez prévenu. Au final, plus aucun ne fonctionne aujourd'hui. Bref, je me suis encore pas mal remise en question. Merci Seigneur, j'ai découvert ce modèle. Ben oui, en 2026, rien que tel qu'un bon vieux câble. La montée en température est plus rapide et plus stable. Du coup, il est plus précis et les teintes font immédiatement. Prix 12,50 €. Ça va, je me suis pas ruinée. Pour les teints, c'est du 1 mm. Mais le plus important, c'est qu'il est chargé en flux. Ça tourne autour des 2% et ça permet d'avoir de belles soudures bien propres. On en trouve de toutes sortes sur Amazon. Je vous mettrai les liens en commentaire. Première étape, dénuder le fil. C'est plus simple avec cet outil. Mais l'idée est d'obtenir cette longueur d'un côté et une section un peu plus large de l'autre. Et pour le fil rouge, on dénude seulement cette partie. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Pendant ce temps-là, on préchauffe le fer. En général, je mets autour des 300 degrés. On sait qu'il est chaud quand les teints font dessus. Et en même temps, ça permet d'amorcer la mèche. Ensuite, on dépose un peu d'étain sur toutes les surfaces qui seront en contact. Les petites broches des boutons, l'extrémité des fils largement dénudés, et de l'autre côté, uniquement les fils blancs. Vous verrez pourquoi plus tard. Concrètement, on pose la panne du fer pour chauffer la zone. Oui, la panne. J'oublie tout le temps ce mot. C'est ça qu'il faut qu'est-ce que je dis, non ? Puis, on applique l'étain. Pendant que je finis les autres, mets ton like. Et tant qu'on y est, écris le mot ambulance en commentaire. Alors il est où, le U de l'ambulance ? Tête de nœud ! Il y a un U de ambulance ? Même procédé sur le ESP32. Si vous avez un modèle comme celui-ci, ça fonctionne également. Je place la panne sur le trou, j'attends 1 à 2 secondes, puis j'ajoute le métal. Et si tout se passe bien, ça crée une petite boule en surface. Avant, je passais le fil à l'intérieur du trou et je soudais par la suite. Mais je trouve que c'est beaucoup plus solide de cette manière. Tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier. Même principe, on chauffe quelques secondes, juste le temps que l'étain redevienne liquide et les deux parties fusionnent.
J'ai tendance à rajouter un peu d'étain sur la mèche avant de les souder ensemble. Ça doit être mon côté généreux. Bon, ça fait un gros paquet. Mais je trouve que c'est plus facile pour les assembler. Et ça semble aussi plus solide. Mes conseils, ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas une experte, mais jusqu'à présent, ça a l'air de plus ou moins bien tenir. Pour les LED, ah oui, je vous ai pas dit. Dans l'interface, j'ai ajouté un onglet. On peut choisir la couleur, l'intensité et il y a quelques animations sympas. Oui, je sais, je suis trop forte. Ha ha ha. Dans l'épisode précédent, j'étais toute contente de vous partager tout ce que j'ai appris sur la programmation. D'ailleurs, la vidéo a super bien fonctionné. Non, c'est pas vrai. Ça a complètement flop. Mais complètement. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça m'apprendra à me prendre pour V2F. Sniff, sniff. Bref, quand vous serez prêts, faites-moi signe. Envoyez-moi un petit message dans les commentaires. Moi, je suis super emballée. Et comme je n'achète pas mes vues, c'est vous qui me donnez la force. Merci, bisous. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. J'avais fait quelques références à Chuck Norris, mais entre-temps, il est décédé. Paix à son âme. Ça, vous commencez à les connaître. Ce sont des LED adressables. Chaque petite LED se contrôle individuellement, couleur, intensité, vitesse, etc., etc., etc. Bref, ça change vraiment tout. Les animations sont vraiment folles. Comme moi. C'est un modèle qui est très souvent utilisé dans le DIY. Parce qu'il est simple, il consomme relativement peu de courant. Et surtout, il est pas cher. Ça, on aime. Ça, c'est le modèle WS2812B. Il est en 5 volts. Parfait pour notre projet car il est directement connecté à l'ESP32. J'ai pris les 60 LED par mètre parce que ça tombe bien pour les dimensions. Tous les liens sont dans la description. Pour la soudure, on place la mèche sur la petite languette de cuivre. Une fois qu'elle est chaude, on ajoute l'étain. Si tout se passe bien, ça fait une jolie petite boule. Top. Le fil rouge va sur l'alimentation, donc 5 volts. Le noir, c'est la masse, donc GND. Et le vert au milieu, c'est pour la data, les informations qui sont envoyées au ruban. On fait attention d'aller dans le bon sens du ruban, c'est-à-dire qu'on envoie le jus et les infos sur la flèche qui va vers le haut, donc dans cette direction. Le flux a tendance à s'évaporer quand il reste sur la mèche. Et sans flux, c'est comme ça que les vraies galères arrivent. Pour avoir la même qualité sur chaque soudure, il est important de nettoyer son fer de temps en temps. Pas comme moi. Mais je ne vous apprends rien. Pour les switches, pas de prise de tête. On fait ce qu'on veut. Le rouge ici, le blanc là ou l'inverse. Les touches se clipsent directement dans le support. Il ne reste plus qu'à connecter les fils au microcontrôleur. Pour les boutons, chaque fil blanc va sur un GPIO. Ce sont les numéros indiqués ici. On évite simplement les broches aux extrémités, car elles sont généralement réservées au bon fonctionnement de la puce. Comme je suis sympa, voici la liste des GPIO 1000% compatibles. Pareil avec le fil vert, on le met sur l'un des numéros dans la liste. Le microcontrôleur sait désormais communiquer avec tout ce petit monde. Je parle pas de ceux dans ma tête. Maintenant, on doit lui donner du jus. Pour ça, je vais l'alimenter avec une prise femelle du type USB-C. Elle s'insère dans le petit trou. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle un bus. Non, pas ceux qui font grève. Ah, ça va, c'est une boutade. Je les soutiens à 100%. Un bus, c'est simplement un regroupement où tous les fils viennent se rejoindre. On dénude généreusement, puis on rassemble tous les fils ensemble. C'est pour ça qu'on n'a pas mis d'étain sur cette partie. Sur le microcontrôleur, je rajoute un fil rouge qui part de la pin VIN. Parfois appelé VCC ou 5 volts. Dans tous les cas, c'est celle à l'opposé de 3V3. Et un fil blanc, lui, il va sur la broche GND, n'importe laquelle. Et on les rajoute à la bande de copains. Pour plus de facilité, je vous conseille de les faire d'abord 3 par 3. De rajouter un colson pour tenir tout ce petit monde en place, et puis les relier ensemble. En ce moment, je fais des bus avec ça. C'est une petite gaine qui s'insère comme ça. Avec la pince de sertissage, je maintiens fermement tous les fils ensemble. Bon, c'est parce que je dois m'en servir, mais sinon ça fonctionne très bien en soudant les fils.
Et on n'oublie pas de tout isoler avec une gaine thermomachin ou un ruban adhésif d'électricien. Sinon, il ne se passe rien. Ah, voilà. On aurait pu en mettre ici aussi, mais évidemment, je suis tête en l'air. Ça ne change pas. On va mettre un peu de colle chaude et on dirait que c'est fait exprès. Oui, je suis une experte. Petit récap. D'une part, chaque switch est relié à un GPIO sur le microcontrôleur. D'autre part, ils sont tous reliés ensemble et raccordés au GND. Ne vous faites pas introduire en erreur par mon câblage. Évidemment, je suis tête en l'air et j'ai raccordé le fil blanc sur le microcontrôleur alors que c'était l'inverse. Aïe aïe aïe. Du coup, j'ai une partie en rouge et en blanc. Mais je répète, ils sont tous reliés au GND. Dans ce bus, on retrouve aussi le fil GND du ruban LED du microcontrôleur et de l'alimentation. Pour les rouges, c'est plus lisible. Il n'y a que 3 fils. Le 5 volts du microcontrôleur, l'alimentation du ruban LED et l'alimentation générale. Il ne reste que le fil vert, c'est la data du ruban LED qui va aussi sur un GPIO. Dans la conception de ce truc, je me suis plein de fois tapé la tête contre le mur. Bon, vous ne me voyez pas, mais depuis j'ai une bosse qui a poussé. En 2 mots, on rajoute les touches, quelques onglets, des écritures sympas pour faire joli et on a notre interface. Grâce à ça, on peut attribuer un raccourci, du texte ou même l'ouverture d'un logiciel, et ça pour chaque bouton. Ça paraît facile comme ça, mais ce sont des jours de programmation. Oui, je me suis tapé tout le boulot. Mais c'était important pour moi de trouver une solution pratique pour vous. Pas de code, pas de configuration, ni quoi que ce soit. Tout est déjà fait. C'était dur, mais heureusement mon popotin était bien installé dans cette chaise Destronic. Alors oui, il nous accompagne sur cette vidéo, mais ça va bien au-delà. Quand on est assis pendant des heures, je vous assure qu'une bonne chaise, c'est bien plus qu'un caprice. Bon, la seule façon de s'en rendre compte, c'est de l'essayer évidemment. Et ça, derrière la caméra, malheureusement, je sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même des trucs à dire. Ça fait plusieurs mois qu'elle me supporte, dans tous les sens du terme. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'assise reste impeccable. Je ne sais pas si c'est la mousse ou un truc à l'intérieur, mais ça ne bouge pas d'1 millimètre. Alors qu'avec d'autres chaises, le siège a tendance à s'affaisser avec le temps. Ici, malgré les heures, il reste comme au premier jour. Pareil pour le tissu, on voit que c'est de la bonne qualité. Pour en avoir essayé plusieurs, j'ai gardé celui-ci parce qu'il est plus large que les standards. C'est juste parfait parce que du coup, les coudes sont super bien positionnés. Magnifique! Bon, même si c'est vrai qu'on pourrait régler les accoudoirs, d'ailleurs, ils sont super solides. Je vous avais dit de la qualité. Pour le commun des mortels, c'est sûrement un caprice, mais moi j'ai pris les roulettes de roller. Avec ma chaise précédente, le bruit me rendait complètement dingue. C'est mon expérience personnelle, mais maintenant je suis super contente parce que c'est silencieux et ça glisse tout seul. Dextronic, ce sont aussi des bureaux qui montent et qui descendent. Pareil, on voit tout de suite que c'est de la qualité. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la table de bureau. Pour une fois, c'est du bois massif. Il est super lourd et super solide. Plus besoin d'un mur pour me taper la tête dessus, ça je vous le dis. Le modèle en noyer est juste magnifique. Foncé, mais pas trop non plus. Oui, la couleur ça compte aussi. En me baladant sur le site, j'ai vu qu'il y avait un tout nouveau modèle. Celui-là, c'est la classe ultime. Un vrai bureau de goth. Mais pas que, ce sont aussi des accessoires, du bras pour écran en passant par des tiroirs. Je suis tellement contente que j'ai négocié un code promo de 20 €. Valable aussi pendant les promos. Tout cumulé, ça devient super intéressant. Bref, avant, je faisais des pauses parce que mes fesses et mon dos n'en pouvaient plus. Maintenant, c'est l'inverse. Obligé de bouger de temps en temps parce que je vois pas les heures passer. Et ça, c'est du réel. Si vous êtes assis pendant de longues sessions, équipez-vous. La santé, on n'en a qu'une. Au-delà du partenariat, je suis super contente de vous les présenter parce que le rapport qualité-prix est incroyable. Encore une entreprise bénite. Et voilà, tout est dit. Pour le design, je suis partie sur un motif en komiko. C'est une technique ancestrale de menuiserie japonaise. Les artisans assemblent de très fines pièces de bois pour former ces magnifiques motifs géométriques. Le plus hallucinant, c'est que c'est fait sans clou ni colle. Les pièces sont taillées avec une telle précision que tout s'emboîte parfaitement. Simple dans le motif, en soi, ce sont des triangles dans des triangles. Et complexe dans la technique. Bref, c'est japonais quoi. Ils sont trop forts. Pour rendre hommage à cet art, il faut un filament un peu spécial. Je suis partie sur le PLA bois. Celui-ci vient de chez Sunloop. Il existe différentes teintes, du plus foncé au plus clair. Pour rester dans les tons de bureau, le noyer est juste parfait. Rien de nouveau sous le soleil. Comme tous les filaments chargés en particules, c'est mieux d'utiliser une buse en acier trempé et de le sécher au minimum 8 heures pour enlever toute humidité.
En parlant de Sunloo, j'ai redonné vie à mon AMS première génération grâce à ce module. C'est un sécheur de filaments qui se met à la place du capot supérieur. Il peut fonctionner même pendant l'impression. C'est pratique parce que comme ça, le filament reste bien sec. Surtout sur des sessions de plusieurs jours. Je trouve ça cool de pouvoir upgrader son matériel plutôt que de racheter du neuf. Bref, c'est une belle initiative. En parlant de filaments, tous les experts disent qu'il faut absolument les calibrer. Et moi, comme une bête, je les ai écoutés. Ah là là. Perso, je ne vois aucun changement. Pourtant, je vous assure que j'ai regardé à la loupe, mais rien. Le profil standard de chez Bamboo fait très bien le taf. On peut aussi sélectionner le spécial Sunloo dans le logiciel, mais ils sont identiques. Alors, je ne dis pas que ça sert à rien de calibrer son filament, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je le fais moi-même avec certains, mais seulement quand c'est nécessaire, c'est tout. Que ce soit pour l'impression 3D ou n'importe quoi d'autre ailleurs, quand ça fonctionne bien comme ça, on ne change rien. Sur le côté, on voit quelques imperfections. Ah, vous voyez, c'est parce qu'elle n'a pas calibré son filament. On se calme, Geoffrey, on se calme. Ça n'a rien à voir avec le filament. C'est lié à la différence de vitesse entre cette zone et celle-ci. À la base, je voulais le corriger dans le slicer, mais finalement, je trouve que ça amène un petit côté naturel. Bien plus naturel qu'en ajoutant la texture moi-même. Comme dirait l'autre, l'artisanat, c'est accepter de ne pas être parfait. Non, je rigole, elle vient de moi. Ça crée aussi des différences de teintes, qui font rappeler les nervures d'un vrai morceau de bois. En parlant de texture, je pensais que la surface allait être un peu rugueuse. Comme du filament carbone par exemple. Mais force est de constater que c'est plutôt du genre lisse. Ça se rapproche du PLA en vrai. J'ai aussi une version en noir mat, toujours de chez Sunloo. Je ne sais pas lequel je préfère, entre les deux, mon cœur balance. Bref, le ruban LED se place tout autour, en repliant les bords. Ou alors, si vous êtes un peu barjot comme moi, en 4 morceaux. Ça se soude directement à l'intérieur en s'aidant de la petite pince. Le clavier se clipse tout autour. Il faut forcer un peu. Ah voilà. Les marches sont calculées pour que ça tienne super bien ensemble. Le motif se glisse dans le diffuseur. Dernière étape avant l'assemblage, on flash le microcontrôleur. Encore une fois, n'hésitez pas à y aller. C'est solide, ça peut mal et une fois fermé, c'est parfait. Et voilà, un magnifique Stream Deck 100% maison, sans fil. Enfin, quand je dis sans fil, rien ne va vers le PC. Il faut quand même l'alimenter avec une prise USB-C. Une fois que c'est fait, il apparaît dans la liste Bluetooth. On le connecte une première fois. Après, il sera reconnu automatiquement à chaque fois qu'on allume le PC. Pour le configurer, on va le chercher dans la liste des Wi-Fi. C'est lui, MK Macropad. On tape le code. Si vous ne savez plus ce que c'est, tant pis pour vous. Vous allez devoir vous retaper toute la vidéo. Dans un navigateur, on écrit ce qu'on veut et on tombe sur cette page. Oh, tout mon travail, j'ai hâte de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous vous rappelez de la fameuse liste GPIO ? Eh bien, on la retrouve dans l'onglet Paramètres. On ne peut pas se tromper avec des doublons. Dès que 1 est sélectionné, il devient rouge. Celui tout en dessous, c'est pour les rubans LED. Dans la liste tout en haut, on peut choisir le type de clavier. C'est important parce que si ça fait n'importe quoi, c'est que vous n'êtes pas sur le bon format. Ici, vous pouvez choisir une fonction pour chaque touche. Pas mal, hein ? Dans la liste tout en haut, on peut choisir n'importe quelle touche du clavier. Elles apparaissent ici. On peut les combiner, les supprimer, bref, tout est possible. J'ai été sympa, il y a déjà plein de raccourcis préconfigurés. Pour ouvrir un logiciel, on renseigne le chemin ici. On copie le chemin, on le colle, par exemple Bamboo Studio. Là, c'est pour le texte, et ainsi de suite. Dans l'onglet LED, il y a une roue de couleur. On sélectionne ce qu'on veut. Ça se met à jour instantanément. Pareil, on clique sur la roue et on se met dans les tons de la couleur choisie. La classe à Dallas. On peut l'éteindre et l'allumer manuellement, mais ce qui est cool, c'est que tout est automatique. Dès que le PC s'ouvre, hop, il s'allume tout seul. Et pareil quand il s'éteint. Ça se voit que je suis trop contente ? Vous commencez à me connaître. J'ai soigné la diffusion des LED et le rendu est vraiment top. Si vous me donnez de la force, je pourrais éventuellement m'attarder sur des nouvelles animations. Évidemment, c'est une version simplifiée du Stream Deck. Mais je trouve qu'on est dans l'esprit. En tout cas, pour une première, je suis super satisfaite.
Si vous voulez d'autres créations de ce genre, faites-le moi savoir en likant cette vidéo. Petit teaser, le prochain projet sera simple, toujours à base de LED. Oui, c'est mon dada. Sinon, pour le reste à venir, il y a du lourd et du très très lourd. Ah, j'ai trop hâte de vous présenter mon bébé. Oui, d'accord, là il ressemble à Robocop, mais attendez de le voir habillé. Bref, je vous remercie pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements Patreon, vos abonnements YouTube et vraiment tout le reste, vous êtes vraiment une communauté en or. Sans vous, ce serait pas possible. Soyez bénis, à la prochaine et si tu veux le soutenir, abonne-toi. Bisous.